Bon matin tout le monde, bienvenue à un déjeuner béni avec I Am Blessed. Aujourd'hui, comme je vous avais promis, chaque matin, nous allons partager le repas le plus important de la journée avec un invité qui soit se démarque par sa personnalité, soit il se démarque par sa profession ou par quelque chose qu'il fait lors de son temps libre. Aujourd'hui, l'invité que j'ai à mes côtés, c'est une invitée un peu spéciale pour moi parce que notre rencontre est spéciale. Honnêtement, c'est même surprenant qu'on ait encore contact jusqu'à aujourd'hui. On s'est rencontrés lorsque j'évangélisais dans le métro et elle passait vite, vite sur ma route. Elle était pressée. Je pense même qu'elle avait des valises à mon souvenir. Ouais. Elle était comme non, 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 j'ai pas le temps, t'es pressée, je suis pressée et tout. Et puis j'étais comme non, mais laisse-moi au moins te donner mon numéro. Et elle a dit OK. Et c'est comme ça qu'on a gardé contact et j'ai appris à la connaître. Et elle a un super beau projet dans lequel elle est investie que j'aimerais qu'elle vous partage avec nous aujourd'hui autour de notre petit déjeuner. Donc, je vais la laisser la parole. Bonjour, Micha. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Donc, est-ce que tu peux partager à nos internautes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et ensuite nous présenter ce fameux projet dont je parlais tout à l'heure? Je m'appelle Micha, je suis infirmière de profession et plus précisément infirmière aux soins intensifs néonatales. Donc la néonatologie, c'est tout ce qui a rapport avec les nouveau-nés malades et prématurés de moins de 28 jours. Excuse-moi, Micha. Donc, la néonatologie, c'est vraiment juste pour les nouveau-nés qui sont malades et prématurés ou ça touche tous les nouveau-nés? En fait, c'est la science des nouveau-nés de moins de 28 jours, incluant les prématurés et tous les nouveau-nés malades, mais il faut qu'ils aient moins de 28 jours. Ok, ok, super. Donc, est-ce que c'est un domaine, parce que tu as dit dans soins infirmiers, dans ce domaine plus précisément, mais est-ce que c'est un domaine qui est quand même, je pourrais dire, connu? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la néontologie ou c'est, vous êtes, vous manquez de personnel dans ce domaine particulier des soins infirmiers? Ici, au Canada, en Occident, c'est quand même un domaine qui est très connu. On a quand même du personnel assez qualifié. En tout cas, dans toutes les unités où j'ai travaillé, on avait quand même du personnel assez qualifié. C'est pas vraiment un problème de personnel, du moins ici, au Canada ou en Europe. Et puis, ça fait combien de temps que tu travailles dans la néontologie? Est-ce que c'est quelque chose, ça fait longtemps ou c'est récent? Alors, ça va faire 12 ans cette année que je suis infirmière et ça va faire 11 ans que je travaille aux soins intensifs néonataux. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je veux dire, les soins infirmiers, moi, pour ma part, je sais que la plupart des personnes aspirent à rentrer dans ce domaine, surtout ici au Québec, où est-ce qu'on dit qu'on a besoin de main-d'œuvre en soins infirmiers. Je pense que maintenant, ça devient un peu saturé, mais quand même, on a toujours dit on a besoin de main-d'œuvre et tout. Mais pourquoi la néontologie précisément? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé, qui t'a marqué pour choisir cela, ou c'était juste un désir, ou tu en as entendu parler, il y a une personne, une figure? Comment tu es rentré dans la néontologie? Alors, déjà, pour être honnête, j'avais pas vraiment d'idée de quelle profession je voulais faire. Et c'est ma mère qui m'a poussée dans des études d'infirmière. Et au cours de mes études, j'ai fait différents stages, dont à l'étranger. Et pour moi, c'était clair que j'allais me diriger vers la santé de la femme et de l'enfant. Et avec la pratique, je me suis encore plus orientée vers l'enfant et la néonatologie parce que j'aimais cette idée d'accompagner la vie. Puis en néonatologie, ça prend tout son sens. Tu accueilles un nouveau-né qui est malade ou qui est faible au début, puis tu l'accompagnes pour qu'il ait assez de force pour pouvoir rentrer à la maison avec ses parents. C'est vraiment un accompagnement dans la vie. Donc c'est ça qui faisait toute la différence pour moi. Ouais, c'est vraiment, sincèrement, ça me touche. J'ai les larmes aux yeux. Je sais pas si c'est le fait que je suis sensible, mais ça me touche parce que c'est vrai, quand on voit le concept de la femme qui vient d'accoucher avec le nouveau-né, c'est vraiment l'accompagnement dans la vie. C'est pas juste, je t'ai aidé dans tes soins et puis voilà, tu continues, mais tu as quand même marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un, dans la vie de deux personnes, en fait. Oui, oui, oui. C'est en plein dans ça. Avoir un nouveau-né, c'est pas quelque chose de facile, mais avoir un nouveau-né malade, c'est encore plus euh, challengeant, comme je pourrais dire. Puis pouvoir accompagner les parents sur ce chemin, dans cette démarche, puis leur montrer que on va y arriver tous ensemble, c'est vraiment gratifiant. Puis le fait de les voir sortir en bonne santé, ils sont au sein ou au biberon, c'est c'est vraiment quelque chose d'hyper gratifiant. Mais maintenant, comment
ton projet est né? Est-ce que c'est lié à ton domaine professionnel ou ton projet a aucun lien avec ton domaine professionnel? C'est juste un projet comme ça qui t'est venu parce que ça fait partie de tes talents, ça fait partie de tes désirs, et puis ça l'a démarré. Et puis en quoi consiste ce projet? Donc, je vais reprendre du début. Mes parents sont originaires de la République démocratique du Congo et à mes 9 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller à Kinshasa pour la première fois. Excuse-moi, Euh, Micha, donc tu as dit à tes 9 ans, donc ça veut dire que tu n'es pas né, toi, non, personnellement. non, Oh, je suis née en en France. Je France, suis ok. née et j'ai grandi en France. Mhm. Et donc, à mes 9 ans, c'était la première fois que je prenais l'avion et c'est la première fois que j'allais en Afrique. Donc, il faut savoir que je suis ici d'un milieu assez modeste, mais quand je suis arrivée au Congo, j'ai pu clairement me rendre compte qu'il y avait vraiment beaucoup de pauvreté. Ça n'avait rien à voir avec le milieu modeste dans lequel on vivait en France. Et cet été-là, ça a été le plus bel été de toute ma vie. Mais j'avais toujours gardé en tête que quand je serai plus grande, je vais revenir au Congo, puis je vais faire quelque chose pour aider les gens au Congo. Donc, en grandissant, je suis devenue infirmière. Donc là, je me suis orientée vers la santé de la mère et de l'enfant. Et dans mon esprit, c'était clair. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour aider la mère et l'enfant au Congo. D'autant plus que toute mon enfance, mon adolescence, j'avais entendu ma mère, mes tantes, elles avaient toujours cette phrase-là, euh, donner la vie, c'est pas un jeu. Tu peux donner la vie et perdre la tienne ou perdre la vie de ton enfant. Donc, plus j'ai commencé à faire des stages, excuse-moi, à l'étranger, avoir plus d'exposition à l'étranger, plus les mots de ma mère, de mes tantes, ça a résonné dans ma tête. Puis je me suis dit, c'est sûr et certain, je vais faire quelque chose pour la mère et l'enfant. Donc en 2015, je suis rentrée à Kinshasa pour des vacances. Et en fait, j'avais fait une collecte de matériel avec une de mes collègues qui s'appelle Stéphanie. Et j'avais déposé du matériel dans un des hôpitaux que je connaissais déjà à Kinshasa, avec qui j'avais déjà quelques contacts, etc., etc. Et j'avais eu à ce moment-là, j'avais dans l'idée de faire comme un partenariat. Puis finalement, en dépensant le matériel, je me suis rendu compte que ça allait pas fonctionner. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste oublier cette idée. Puis une de mes connaissances a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté pour que je visite un autre hôpital de la place. Donc j'ai fini par céder. C'était un hôpital que je connaissais pas. C'était dans une commune qui était très pauvre de Kinshasa. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup de réticence à y aller, parce que j'entendais les échos, mais j'ai fini par céder. Donc en arrivant dans cet hôpital, effectivement, c'était très pauvre. On voyait clairement la différence avec les autres communes de Kinshasa qui, déjà, a des quartiers vraiment très pauvres, et c'était semi-rural. Donc cet hôpital, il avait un service de maternité, un service de pédiatrie, plein de services généraux pour les adultes, mais il n'avait pas de service de néonatologie. Ça voulait dire qu'à chaque fois qu'une maman accouchait et que son nouveau-né il était malade ou il était prématuré, la famille devait partir avec l'enfant dans un autre hôpital de la ville. Donc là, on parle d'un hôpital qui est pauvre. Donc il devait partir en moto, en transport en commun ou à pied. Et donc là, on risquait la vie de l'enfant sur le chemin. Puis on n'était même pas sûr que ces enfants étaient arrivés à destination pour pouvoir avoir des soins. Donc, j'étais comme prise parce que je travaille dans un milieu ici au Canada où nous, on donne la chance à tout le monde. Donc là, je me disais, c'est vrai que ces enfants-là, tu sais, on leur hypothèque des chances, surtout qu'il y en avait qui pouvaient parfaitement s'en sortir. Donc, on continue de me faire visiter l'hôpital, etc., etc. Et là, le directeur de l'hôpital me dit, donc, tu as vu la situation ici, et en fait, nous, on voudrait que tu nous aides à ouvrir une néonatologie dans notre hôpital. Donc là, ça a été un peu la grosse surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et je n'étais pas venue avec cette idée-là à la base. Donc j'ai dit, wow, je vais juste prendre juste le temps d'y réfléchir. Donc là, le soir, je rentre chez mes parents dans la maison familiale. Donc je leur en parle et je leur fais part de tous mes doutes. Et là, ils me disent, écoute, toi, tu passes ton temps à dire que tant que en Afrique, on va toujours vouloir faire comme en Occident, ça va jamais marcher. Là, tu as l'occasion, genre, de prouver ton point, tu vois. Tu sais, de monter quelque chose
avec des Africains, pour des Africains, avec des pratiques africaines, tu vois. Maintenant, tu nous dis que tu n'as pas d'argent, mais on sait que tu vas trouver le moyen de le faire. Tu nous dis que tu connais personne, mais nous, on a des contacts ici qui peuvent t'aider. Puis, on sait que tu vas trouver les professionnels nécessaires pour t'aider à monter ce projet. Donc là, je me suis dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Puis, j'arrêtais pas de penser à la promesse que je m'étais faite quand j'avais 9 ans. Puis, toujours, on se trouve des excuses pour pas accomplir ses promesses ou ses rêves. Je me suis dit, tu sais quoi, là, clairement, c'est un signe. J'ai plus d'excuses pour pas le faire. Donc, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, je suis retournée dans cet hôpital. Et là, en fait, j'ai regardé les médecins travailler dans le service de pédiatrie. Et en fait, à ce moment-là, c'était la grande saison, c'était la saison des pluies. Il n'y avait pas de courant dans l'unité. Et la salle de pédiatrie était pleine. Il faut savoir que comment ça se passe dans cet hôpital. En fait, pour chaque lit, tu as la maman avec son enfant dans le même lit. Mais quand il y a trop d'enfants... Dans le même lit? Dans le même lit. Oh mon Dieu. Mais quand il y a trop d'enfants, tu peux avoir 2 enfants avec 2 mamans dans le même lit, sans compter celles qui sont par terre à l'extérieur de l'unité. Donc là, je les regardais travailler dans cette pagaille. Puis, je voyais le dévouement des médecins. Puis, ils avaient vraiment à cœur leur population. Puis, on sentait qu'ils mesuraient à quelle population ils avaient affaire. C'est un exemple tout bête. L'oxygène, il t'arrive à l'heure. Donc là, il y avait un enfant qui avait besoin, je ne sais plus, on va dire de 5 heures d'oxygène. Puis là, le médecin, il lui a dit, écoute, tu vas lui mettre 5 heures d'oxygène, mais sur la prescription, on va juste marquer 2 heures parce que ça va leur coûter beaucoup trop cher, puis ils vont s'époumoner. Puis le fait qu'il ait à cœur sa population, puis qu'il y pense, ça m'a vraiment touchée. Donc c'est sûr que c'était pas parfait. C'était pas parfait, il y avait des choses à changer, en tout cas de mon point de vue, mais c'est ça qui m'a motivée à travailler avec eux. Donc, une fois que je suis rentrée à Montréal, donc là, j'en ai parlé à mes collègues. J'ai commencé avec une de mes collègues avec qui je travaillais qui s'appelle Stéphanie. En fait, Stéphanie, elle a un master en santé publique. Et au moment où moi, j'étais à Kinshasa, elle était en Inde. Donc, tout de suite, elle m'a dit, c'est OK, Micha, on y va. J'en ai parlé à Mariam. Mariam, c'est une infirmière qui vient d'Iran. Et en fait, elle a un master en soins intensifs néonatales et elle a l'habitude de tout ce qui est santé mondiale, etc., etc. Et elle a vraiment une vision beaucoup plus claire, plus calme. Donc ça aussi, c'était vraiment un atout pour nous. Donc elle a embarqué aussi tout de suite. Puis après, j'en ai parlé à Cynthia. Cynthia, c'est une infirmière avec qui je travaillais déjà à Sainte-Justine. On était amies. Et quand je lui en ai parlé, surtout quand on écrivait le projet, elle me disait, mais Micha, c'est sûr, moi, je fais partie du projet. Donc, ça a été comme naturel pour Cynthia. Puis, Cynthia aussi, elle a un master en éducation en soins infirmiers. Donc là, à 4, on s'est dit, OK, on y va. Mais je pense qu'on n'avait pas idée dans quoi on s'était lancé au début. Donc là, il nous fallait une structure. Il faut savoir que nous, on est des techniciennes de soins, on n'est pas des agents administratifs. Donc, ça a été déjà tout un combat pour nous pour monter la structure. Et le défi qui a été encore plus grand pour nous ici au Canada, c'est que pour pouvoir donner des reçus d'impôts, il faut que tu aies un titre qui s'appelle un titre de bienfaisance. Et c'est vraiment pas du tout une mince affaire. Donc là, je me souviens que pour nous conseiller, on était parti chez un avocat, puis c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds chez un avocat. Donc là, quand il nous expliquait les étapes, on l'a juste regardé avec la bouche qui tombait. Mais dans mon esprit, je me disais juste quoi, hey, tu sais quoi, Micha, si tu arrives à faire ça, déjà de 1, ça veut dire que le projet, il est viable. Et de 2, ça va vous donner plus de sérieux. Donc, on s'est lancé dans toutes les démarches administratives et bingo, 1 an après, on a eu le titre de bienfaisance du premier coup. Donc là, on était vraiment hyper fiers de nous. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça qu'on a eu le titre de bienfaisance. Donc, voilà. Oh, mais c'est une super belle histoire, Micha. Donc, on voit, en tout cas, tu as été bien entourée quand même parce que ça a donné, oui, tu as rencontré ce docteur qui t'a donné cette proposition, mais si tu aurais été mal entourée, peut-être que tout ce rêve que tu cultivais depuis l'enfance aurait pu
tomber à l'eau. Non, mais je pense sincèrement que quand les rêves, c'est pas un hasard. Quand tu as une inspiration, quand tu as un rêve, déjà, enfin, Dieu ou le destin, ou appelez-le comme vous voulez selon vos croyances, il va toujours te le rappeler. Puis quand tu vas te lancer dedans, il va toujours faire en sorte que les choses s'alignent pour t'aider. J'ai pas dit que ça va être facile. C'est loin d'être facile, mais il va toujours faire en sorte que les choses s'alignent. Puis j'avoue que c'est vrai, les choses se sont alignées pour nous. Après, attention, tout n'est pas facile. On est encore loin de notre but, mais je dois avouer qu'on a eu beaucoup de support, que ce soit ma famille, les amis, mes collègues de travail, on a vraiment eu beaucoup de support. Et puis, quel est le nom que vous avez donné? Donc, on a choisi de l'appeler Une chance de vivre parce que l'objectif, c'était vraiment de donner une chance à tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit ici, nous, on donne la chance à tous les nouveau-nés malades. À partir du moment où les parents ils nous disent non, moi, je veux que vous sauviez mon bébé, on donne vraiment la chance à tout le monde. Puis, il faut savoir que dans les pays en voie de développement, la majorité des nouveau-nés de moins de 32 semaines, je parle en termes de prématurité, vont décéder. Tandis, à contrario, dans les pays les plus riches, la quasi-totalité, pas tous, des nouveau-nés qui sont nés à partir de 32 semaines, ils vont tous vivre. Alors qu'on sait qu'il suffit juste de gestes simples, t'as pas besoin de choses extraordinaires pour leur donner une vraie chance. Donc, d'où le principe d'une chance de vivre. C'est un super beau nom, une chance de vivre. Et puis, là, tout ça, ça s'est passé à combien de temps? Ça fait combien de temps qu'une chance de vivre existe, est fonctionnelle? Est-ce que vous avez été fonctionnel directement lorsque vous avez reçu le titre d'organisme de bienfaisance ou vous avez déjà commencé à être actif un peu avant? Comment ça a fonctionné? Donc, le projet a été proposé fin 2015. On a été OSBL en fin 2016 et on a eu le titre de bienfaisance en 2017. Entre-temps, en printemps 2017, on est parti pour la première fois, pas pour ma part, mais pour un des membres de l'équipe, le médecin qu'on a recruté entre-temps, excusez-moi, à Kinshasa, pour vraiment donner une idée de quel genre d'unité on voulait monter dans cet hôpital. Il fallait pas que ce soit une unité qui soit en décalage avec la réalité ou qui fasse un copier-coller sur ce qu'on trouve au Canada ou en France. Non, il fallait que ce soit une unité qui colle avec la réalité. Pour ça, il fallait visiter d'autres unités de néonatologie à Kinshasa, puis vraiment prendre le pouls de ce qui se faisait en termes de soins à Kinshasa pour pouvoir upgrade le niveau de soins dans l'unité. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, tu as dit que ta vision, c'était, tu ne croyais pas que le Congo pouvait changer tant aussi longtemps qu'ils essayaient de copier l'Occident. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, expliquer un peu ta vision des choses? Parce que tu avais dit que pour toi, en fait, c'était aider le Congo avec les méthodes africaines. Mais malgré ça, je veux dire, tu es au Canada, donc c'est quand même une vision de l'Occident que tu leur apportes ou c'est que tu ne le vois pas de cette manière? Ok, je pense que il faut vraiment faire un mixte. Comme je t'avais dit, je voulais faire un projet au début avec un autre hôpital. Puis là où je me suis rendu compte que ça allait pas marcher, c'est que ils demandaient des respirateurs quand la base des soins, elle était pas acquise. Donc oui, ici dans nos unités de néonatologie, on va avoir des respirateurs hyper performants, mais on a quand même une base acquise. Puis je trouve qu'en Afrique, on a toujours plus ou moins ce complexe. Oui, en Occident, ils ont ça. Alors nous aussi, il nous faut ça. Mais je, je pense que d'abord, il faut vraiment y aller avec la base. Peut-être qu'avant d'avoir une isolette, on pourrait mettre le bébé en peau à peau sur la maman. Puis elle, ça va être son isolette qui va lui permettre de se réchauffer. Avant de vouloir courir à avoir un incubateur qui va pas fonctionner à cause des problèmes de courant. Donc c'est plus à ce niveau-là. Bien faire avec des choses de base d'abord avant de pouvoir passer à autre chose. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, Micha, pour ton explication. Moi aussi, je trouve que, comme tu as dit, c'est vrai on regarde souvent l'Occident, mais nous avons quand même des belles choses, des belles valeurs en Afrique qu'on pourrait chercher à fortifier d'abord avant de chercher à copier l'Occident. Donc, normalement, ça devrait être un plus qu'on rajoute sur nos bases solides, si je comprends bien ce que tu viens d'exprimer. Oui, oh, c'est parfaitement ça. Donc, tu as dit que avant que vous soyez établi, vous avez fait comme
des visites au Congo afin de tâter le pouls pour voir quelle est la réalité, quels sont les enjeux que vous allez rencontrer. Toi, je sais que tu as eu l'habitude, comme tu nous as dit, depuis tes 9 ans, tu es déjà parti au Congo. Moi, pour ma part, je suis jamais encore partie. Donc, j'espère, j'espère qu'une fois que vous irez, tu pourras me faire signe. Peut-être que je pourrais voir moi aussi ce que vous faites là-bas au Congo. Ça a l'air d'être un super beau projet qui a beaucoup d'impact. Oui, ça a beaucoup d'impact. En fait, le but du projet, donc comme je l'ai expliqué, c'était d'ouvrir une unité de soins intensifs néonatales et on y va vraiment par palier. On n'y va vraiment pas de manière tout de suite, on y va vraiment par palier avec des bébés moyennement malades avant d'en prendre vraiment des beaucoup plus malades. Donc en juin, si je me trompe, septembre 2019, donc là, ça a été les premières sessions de formation avec les premiers gros apports en matériel. Donc là, on a pu former environ une 6aine de médecins, 12 infirmiers. On a apporté 2 respirateurs. Attention, là aussi, c'est des respirateurs qui sont vraiment spécialisés exprès pour les pays en voie de développement. Ce qu'on a dit, c'est qu'on veut faire bien, simple, mais bien. Et ce qu'on a apporté de plus, ça s'appelle des kits d'admission. Il faut savoir que au Congo, comme dans beaucoup de pays africains, en fait, quand tu ramènes ton enfant à l'hôpital, il faut que tu payes pour tout. Donc, ça veut dire que tu vas, pour pouvoir voir un médecin, la consultation, tu vas payer ton 5 $ de consultation. Une fois que tu as eu ta consultation, il va te remettre une prescription médicale. Il va falloir que tu ailles à la pharmacie de l'hôpital pour payer tout le matériel nécessaire pour les soins de ton enfant. Ça comprend les gants, les compresses, le désinfectant, les cathéters, toutes ces petites choses-là. Ensuite de ça, il va falloir que tu ailles au laboratoire pour payer genre tous les examens biologiques pour que ton enfant puisse avoir tous les examens biologiques. Donc là, on est d'accord que quand tu as un nouveau-né malade, c'est une surprise. C'était pas prévu, c'est une surprise. Et là, on parle d'une population qui est pauvre. Souvent, les parents, quand ils arrivent à l'hôpital, ils n'ont même pas le 5 $ de la consultation. Donc là, on perdait beaucoup de temps dans la prise en charge des enfants. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé cette première partie. En fait, à chaque fois qu'un enfant il arrive, il a déjà un bon pour la consultation qui est pris en charge par une chance de vivre. Et il a un kit d'admission avec tout le matériel nécessaire au moins pour 48 heures pour que tous ces soins soient pris en charge. Ce 48 heures-là, ça laisse le temps au reste de la famille de se retourner et d'aller chercher un peu d'argent pour la suite des soins. Donc ça, c'était vraiment la nouveauté qu'on a apportée. Et en fait, nous, pour la première année, on tablait un accueil de 60 enfants à peu près. Parce qu'on visait petit, 5 lits d'hospitalisation, etc. Et en fait, on a été prise au piège par notre succès et on a eu plus d'une centaine d'enfants depuis début janvier qu'on a ouvert l'unité. Donc là, on commence à avoir des problèmes parce que le Covid est passé par là. On n'a plus de kits d'admission, on n'a plus de bons de consultation. Donc là, on voit les forces et les faiblesses de notre système. Donc c'est sûr qu'il y a encore des choses qu'on doit ajuster. Mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit que vous avez été prise au piège car vous avez anticipé peut-être pour une 60aine, mais vous avez eu plus de succès que ce que vous avez cru. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est dû à ce succès-là? Je pense que le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça va très vite. Puis, tu sais, quand t'entends, oui, va dans tel hôpital, ils vont soigner ton enfant gratuitement, je pense que ça fait vraiment une grosse différence. Puis, c'est sûr que ça va pousser les mamans aussi à vouloir accoucher dans cet hôpital en se disant, OK, si jamais il arrive quelque chose au bébé, je sais qu'il y a une unité en place qui sera capable de le prendre en charge. J'aurai pas besoin de prendre le taxi ou de marcher à pied pour que le bébé soit pris en charge. Donc, je pense que ça a attiré beaucoup plus les mamans à l'intérieur de l'hôpital aussi. Mais revenons à ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais que vous étiez parti tâter le pouls. Donc, toi, tu as l'habitude de partir, mais je pense que tes collègues sont peut-être des gens qui sont comme moi présentement, qui n'ont entendu, moi, par exemple, j'ai entendu parler du Congo par mes parents, par ma famille, mes connaissances, mais peut-être que eux n'ont même pas entendu parler du Congo. Et là, maintenant, ils vont mettre les pieds au Congo pas pour visiter pour le fun, mais parce qu'ils ont un projet dans lequel ils vont travailler. Donc, comment ça s'est passé? Alors, je vais juste revenir sur quand on est arrivé à Kinshasa la dernière fois, on est arrivé en décalé.
Donc moi, je suis arrivée avec Stéphanie, puis le lendemain, Cynthia et Dr Baumier sont arrivés. Quand on arrive avec Stéphanie à l'aéroport de Kinshasa, pendant qu'on faisait la queue pour passer la douane, là, l'électricité a coupé. Donc là, je dis à Stéphanie, bienvenue. Donc, je pense qu'elle a dû trouver ça surprenant qu'on soit dans l'hôpital, qu'on soit dans l'aéroport principal du pays, l'électricité coupe, personne n'est stressé, puis ça prend un temps fou, ça pose de problème à personne. Donc, je pense que ça l'a marqué. Et le lendemain, parce que Stéphanie, elle avait jamais vu l'hôpital. Donc, le lendemain, il y avait une visite de prévue à l'hôpital. Donc, elle est partie pour visiter l'hôpital. Et là, à un moment donné, on a dû attendre dans une des rues parallèles à côté de l'hôpital, dans la voiture. Puis, il y avait des enfants qui jouaient dans la rue et qui ont vu Stéphanie. Et en fait, ils regardaient Stéphanie et puis ils lui disaient « Oh, c'est une blanche !» Parce que c'était la première fois qu'ils voyaient une blanche. Puis, ils la regardaient comme si c'était un film. Puis, ils disaient « Oh mon Dieu, elle est vraiment blanche. Tu penses que c'est une fille ou un garçon ?» Donc ça, Stéphanie, ça l'avait marqué. Puis je pense aussi ce qui l'a marqué, c'est que, en fait, à Kinshasa, les écarts sont énormes. Donc tu vois beaucoup les écarts entre les communes pauvres et les communes riches. Et je pense que ça les a quand même traumatisés. Et ce qui les a marqués aussi, je pense, c'est les embouteillages de Kinshasa. Je pense qu'elle s'imaginait pas un embouteillage pareil et une pollution pareille à cause de tous les véhicules, le non-respect de la signalisation, tout ça, je pense que ça les a vraiment marqués, mais elles ont pu prendre conscience aussi du chemin que ça prenait entre l'hôpital avec lequel on travaille et aller dans un autre hôpital. Plus le facteur pluie quand un nouveau-né malade et de l'urgence qu'il y avait à vraiment installer une unité néonatale dans cet hôpital. Et je pense aussi, une des choses qui les a marqués, c'est vraiment la pauvreté. Et je me souviens d'une phrase de Cynthia, parce que elle est originaire de la Colombie. Il y a de la pauvreté en Colombie, mais je pense pour elle, là, c'était vraiment un autre niveau. Puis elle m'a dit, mais Micha, je comprends pas, comment les gens ils font pour vivre comme ça? Donc je pense que c'est là qu'elle a vraiment pris conscience que ça avait rien à voir avec ce qu'elle pouvait connaître, puis on était vraiment à un autre niveau. Puis c'est ça, après la chaleur, la chaleur des gens aussi, elles ont beaucoup aimé. Puis je pense qu'elles voulaient aider tout le monde, mais c'est ça. Je pense Mais est-ce que tu penses que ce voyage à Kinshasa leur a permis de réellement comprendre l'enjeu et la population aussi auquel ils faisaient face? Parce que c'est sûr que si tu es ici, tu n'es jamais parti, tu vas dire oui, c'est un beau projet et tout. Mais comme tu l'as dit, c'est Cynthia qui est originaire de la Colombie et pour elle, ce qu'elle voyait comme pauvreté, elle associait sûrement à ce qu'elle a vu ou peut-être entendu ou vécu par l'entremise de ses connaissances ou peut-être elle-même. C'était ça sa définition de pauvreté, mais quand elle est arrivée sur place, elle a vu que la définition était tout autre. Donc, est-ce que tu penses que ça les a aidés peut-être à mieux s'investir dans le projet? définitivement. Déjà, ça leur a permis genre de mettre des images sur des mots. Et c'est sûr que souvent Cynthia, ce qu'elle dit, c'est que mon voyage à Kinshasa, il a changé ma vie. Donc je pense que c'était déjà son bébé avant, mais là ça l'est encore plus parce que elle sait pourquoi elle travaille et quel enjeu ça a. J'ai bien expliqué, Cynthia, ton point de vue? Parfait. Donc, c'est vraiment beau tout ce que tu viens de nous partager, Micha, mais moi, maintenant, ma question est, si moi, je suis ici au Québec ou je suis au Canada et que j'aimerais vous soutenir d'une quelconque façon, que ce soit financièrement ou que ce soit donner de mon temps pour vous aider en tant que bénévole, comment je peux vous contacter? Comment je peux vous rejoindre? Parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui me connaît, donc ils peuvent pas demander ton numéro. Donc, comment on peut faire pour vous rejoindre? Alors, on peut nous contacter, excusez-moi, via notre site internet, unechancedevivre.org. On a différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Une Chance de Vivre. On est partout, vous pouvez nous trouver. Je vous mets le logo ici de l'association. Donc, c'est vraiment facile de nous joindre. Internet, les réseaux sociaux, on est vraiment présents. Et puis, parce qu'on est quand même suivi sur un niveau international, donc si je suis en Afrique ou peut-être même en Europe et que j'ai ce désir, ça leur a touché peut-être autant que moi. C'est un beau projet, c'est un très bon projet parce que c'est pas un projet qui s'arrête sur la vie d'une seule personne, mais ça impacte
deux personnes, peut-être même toute une famille que ça impacte. Donc, si on aimerait vous aider, mais qu'on n'est pas au Canada, qu'on n'est pas au Québec, on est en Europe ou on est en Afrique, comment on fait pour vous rejoindre? Ok, là aussi, notre site, il est international, donc on peut aller faire un tour sur notre site internet, unechancedevivre.org, nos différents réseaux sociaux. Puis, si jamais vous êtes à Kinshasa, on vous mettra en contact avec l'avocat avec lequel on travaille, qui vous donnera plus d'informations sur comment vous pouvez nous aider. Écrivez-nous, on vous donnera le numéro de téléphone. Et mon autre question, on est en plein COVID-19. Ici au Québec, c'est la deuxième vague. Je sais que ça affecte moins l'Afrique, mais nous, ici au Québec, ça nous a beaucoup affecté. Donc, est-ce que ça a affecté vos activités, vos rencontres? Définitivement, ça nous a affectés. Il faut savoir que nous, la majorité de nos activités de bienfaisance, c'est des activités où les gens sont regroupés. C'est des activités sportives, des activités culturelles, des spectacles, etc., etc. Et là, le Covid-19, c'est comme si ça nous avait freiné en plein milieu de l'autoroute. Donc c'est là qu'on commence à avoir des problèmes parce qu'on n'arrive pas à faire d'activités en ligne qui puissent nous rapporter autant de dons que les activités rassemblées. Et comme on l'a dit, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement pour les kits d'admission pour nos enfants et les bons de consultation. Donc notre objectif cette année, excusez-moi, c'est au moins de pouvoir faire envoyer à Kinshasa une centaine de kits d'admission et une cagnotte pour les bons d'admission. Donc tout don, toute aide est vraiment la bienvenue. On a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup, Misha. Comme chaque déjeuner, hein, parce que vous savez, le déjeuner, c'est le premier repas de la journée et le plus important. Ça nous permet de démarrer la journée sur un bon pied. Donc, comme chaque déjeuner, on finit avec un conseil de notre invité du jour. Donc, Misha, quel est le conseil que tu as pour nous pour cette belle journée qui commence? Quand tu as un rêve ou une inspiration, puis tu sens vraiment que ça vient de l'intérieur, fais-toi confiance. C'est sûr qu'il va toujours y avoir quelqu'un autour de toi qui va dire que ça va pas marcher, qui va t'envoyer des ondes négatives, mais fais confiance à ton intuition la plus profonde, parce que tu l'as pas eu par hasard, ce rêve. Merci beaucoup, Misha. Et c'était tout pour un déjeuner béni avec I Am Blessed. Bonne journée! I put my trust